Jean-Claude, donc vous savez tous qu'il nous vient de Toulouse. Donc merci encore à lui d'avoir fait cet effort de se déplacer de Toulouse pour venir partager avec nous ce moment de rencontre, ce moment de conférence autour du thème naissance, chute et renaissance du premier empire de l'humanité, l'épreuve linguistique. Voilà, c'est vrai que la formulation qu'il m'a donnée par texto m'a conduit par moment à me demander quel est le lien que nous aurions avec le travail que nous lui connaissons et qui a donné lieu à ce livre magistral, Origine des langues Origine des langues africaines, et dont le sous-titre est encore plus parlant, essai d'application de la méthode comparative aux langues africaines anciennes et modernes. Il va certainement vous en dire davantage. Bon, vraiment, Boli nous a tous surpris, comme heureusement, comme très souvent dans notre communauté. Il nous a sorti ce livre, ce pavé, que certains d'entre vous ont certainement eu l'opportunité de découvrir. 600 pages sur un sujet où personne ne l'attendait. Bon, sauf lui-même peut-être. Ouais. Non, voilà pourquoi quand on voit un tel travail, on a des raisons d'être convaincu, de persévérer, quoi. Voilà, il est ingénieur dans un domaine qui n'a rien à voir avec la linguistique. Mais voilà le travail auquel il est parvenu. C'est quasiment une impossibilité dans l'univers, je dirais dans l'univers académique ou intellectuel occidental, que des gens fassent comme ça des bifurcations à 360 degrés. En tout cas, nous avons été très heureux de découvrir son travail, de le découvrir. Et ça a fortifié notre confiance dans tout ce que nous faisons. Nous découvrons à travers ce qu'il a fait que le potentiel est énorme dans notre communauté et qu'il faut juste travailler. En fait, il faut travailler. Et il a fait l'une des contributions qui sera certainement retenue comme l'une des plus importantes sur le champ de la linguistique africaine, sur le champ de l'étude de nos langues. Vraiment, je lui dis merci parce que c'est un travail considérable. Hein. Il nous a dit lors d'une de ses premières conférences qu'il a eu besoin de lire Obenga une dizaine de fois. Une dizaine de fois. Vous voyez, donc vous imaginez la passion qui peut être celle d'une personne qui lit un livre de 500 pages ou 450 pages 10 fois pour arriver à ce travail qui est aujourd'hui une référence, ou plutôt très utilisé dans beaucoup d'universités. Et il n'y a aucun doute que c'est la preuve que le travail est consistant. Le résultat auquel il est parvenu est digne d'intérêt. Et nous le saluons pour cela. Et nous le saluons aussi parce que l'année dernière ou cette année, il a fait une tournée aux universités de Yaoundé et d'Abidjan. Voilà, donc il ne s'est pas contenté, disons, de faire son travail. Il a entrepris d'aller sur place et de créer les conditions qui font que vraiment le travail soit connu sur place et qu'il soit partagé. Parce que finalement, toutes nos recherches serviraient à quoi si elles ne débouchent pas sur un impact local, sur un impact sur le continent, de manière à féconder, à alimenter vraiment la Renaissance. Donc vraiment, nous le saluons aussi pour cela.
il nous a dit qu'à cette occasion, il a naturellement distribué ses ouvrages. Et il a établi des contacts qui permettent aujourd'hui de se dire qu'il est possible de se féconder mutuellement, de collaborer pour que vraiment ce qui se fait ici soit connu là-bas et dans une certaine mesure vice-versa. Voilà. Pourquoi nous sommes donc très contents qu'ils viennent nous parler de tout ça, qu'ils viennent aussi nous dire où est-ce qu'il en est dans ses recherches depuis que nous l'avons vu ici il y a bientôt 2 ans, si je ne me trompe pas. Voilà. En tout cas, c'est, disons, l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Et le frère Boli nous a dit sa disponibilité à être parmi nous. Hein. Donc il nous appartient de mieux nous organiser, d'améliorer notre organisation pour que la possibilité nous soit ainsi donnée de continuer à bénéficier de ces recherches. Hein. Et vous êtes certainement sans ignorer qu'il travaille sur d'autres sujets. Il pourra vous en dire un mot tout à l'heure. En tout cas, pour aujourd'hui, il va faire sa présentation, il va faire son exposé. Il y aura après ça une séance de questions-réponses. Il y aura, pour ceux qui le souhaitent, la dédicace de son livre, en attendant les prochains ou le prochain. Et il y aura une collation pour clôturer l'après-midi. Je vous remercie. Merci beaucoup, frère Lamer, de cette présentation intéressante, frappeuse. Merci aussi au public d'être venu passer l'après-midi à m'écouter. Présenter en fait quelque chose que j'ai déjà présenté lors du colloque de Yaoundé en 2017, donc l'année dernière, et que j'ai représenté à l'occasion de mon passage à Abidjan, à la BAD, devant un public de banquiers qui était très intéressé, sous l'impulsion du frère Kamit Khalidou Diallo de Voici, banquier qui travaille à la BAD, qui est en vacances chez nous à Paris, où il a fait ses études. Donc voilà. Et dans ces deux occurrences, j'avais pas eu beaucoup de temps pour dire tout ce que j'avais à dire sur les slides. Dans le cas du Cerdotoula, je crois que j'ai disposé de 10 minutes ou quelque chose comme ça. Et à la BAD, c'était beaucoup plus conséquent, 1 heure, je pense, très intéressant. Et là, j'espère disposer d'un peu plus de temps pour parler de tout ça. Alors, il y aura certaines choses qui vont nous flatter, parce que c'est ce que nos ancêtres ont fait. On en est fiers, on doit en être fiers. Et puis, il y a d'autres choses qui vont peut-être pas nous flatter, parce que c'est aussi notre passé. Okay? Et la linguistique, lorsqu'elle est rigoureusement appliquée, permet justement de sonder notre passé, de voir tout ce qui s'est passé à ces époques-là et pourquoi nous sommes ce que nous sommes actuellement. Donc voilà. Le plan de l'exposé va commencer d'abord par la présentation de la méthodologie, mais qui est en fait juste la méthode comparative et tout ce que j'ai fait dans le livre que le frère Narmer a présenté. Parce que quand on applique la méthode comparative rigoureusement, on arrive à des résultats concrets du passé. Pensez juste aux informations qu'on peut obtenir
en comparant juste les langues romanes, italien, espagnol, français, sur leur passé, sans même connaître l'Empire romain. Ok. Donc, ça donne l'importance de la puissance de cet outil. Et ensuite après, j'ai dégagé donc la notion d'empire africain universel, parce que c'est pas une invention de ma part, même si c'est moi qui ai forgé ce terme, c'est une nécessité de donner des résultats de la linguistique historique appliquée aux langues africaines. C'est ce qui découle de ça. Ensuite après, je vais décrire cet empire, ce qu'il en est, etc. Voilà un peu de quoi il s'agit. Alors là, c'est juste une liste non exhaustive des universités dans lesquelles le livre est étudié. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal dans les universités occidentales. Il n'y a quasiment que les universités occidentales qui étudient, y compris l'université de Toulouse, où j'ai même été voir et discuter avec des étudiants chercheurs qui travaillaient en live sur le livre. Mais très peu utilisé dans les universités africaines, quoi. À mon très grand regret. La première université, c'est l'université de Niamey. Mais à part ça, eh ben, c'est surtout les universités du Maghreb, quoi, hein, qui étudient le livre. Et donc, vous voyez quasiment aucune université subsaharienne pour lesquelles le livre est écrit. Utilisait le livre. Et c'est lors de mon dernier passage en Afrique que, effectivement, l'université d'Abidjan s'est mise de la partie avec l'université de Yaoundé. J'espère qu'il y aura de nouvelles universités africaines qui vont se mettre aussi. Donc c'est vraiment une très grande fierté pour moi que les universités africaines s'intéressent au livre et l'étudient et le mettent dans leur cursus. Hein, ce qui est le cas déjà, hein, de l'université de Yaoundé. Et puis l'université d'Abidjan aussi, sans conteste. Bon, là c'est juste une photo que je présente, hein, de la bibliothèque de l'université de Toulouse. Vous avez donc le livre à la disposition des étudiants et des chercheurs. J'ai pris cette photo il y a 3 ans, non, 5 ans peut-être. Voilà. Qu'est-ce que la méthode comparative? Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ben, en linguistique, c'est une méthode extrêmement rigoureuse qui a été mise au point au 19e siècle et qui ont permis d'avoir des résultats extrêmement fructueux. D'abord, la démonstration de l'origine commune de toutes les langues européennes, de la plupart des langues européennes, avec celle du sous-continent indien, donc sous le terme de langue indo-européenne. Il y a une démonstration mathématique de ça. Et au fur et à mesure, elle est appliquée à d'autres familles de langues. Par exemple, les langues bantoues ont été regroupées grâce à cette méthode qui a prouvé qu'à l'origine, les langues bantoues, il y avait une langue mère, hein, qu'on appelait le proto-bantou. Alors, c'est une démonstration quasiment mathématique, hein, et à l'issue de laquelle il n'y a pas de contestation possible, quoi, hein, puisque c'est mathématique. Et c'est ça la capacité de prévoir des résultats, okay, de prévoir des choses qu'on peut vérifier ensuite après. Et on peut l'utiliser pour déchiffrer, par exemple, de nouvelles langues. Ce qui s'est passé avec le mycénien, par exemple, ou le hittite, ils ont été déchiffrés grâce à l'indo-européen, donc à la méthode comparative. Et on espère que
ça nous permettra de déchiffrer le méroïtique, qui est la langue africaine non encore déchiffrée à l'heure actuelle. Voilà, et je vais peut-être juste passer rapidement sur le fonctionnement de la méthode. Vous avez vu par exemple ici, je démontre la parenté du français et de l'anglais, puisque nous savons que ce sont des langues indo-européennes. Donc, ça se démontre de cette façon, en dégageant des lois de correspondance phonétique, ce qu'on appelle des lois de correspondance phonétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les langues n'évoluent pas au hasard, comme ça, dans tous les sens. Elles évoluent comme des objets physiques, en suivant des lois. Et c'est de ces lois qu'il s'agit. Il s'agit donc de dégager ces lois et ensuite de permettre de reconstruire l'ancêtre prédialectal. C'est véritablement ces équations, ces lois phonétiques qui constituent la démonstration de la parenté entre deux langues. Quand vous avez des lois phonétiques telles que celle-ci, entre deux langues, vous pouvez être sûr qu'il y a une parenté génétique. Parenté génétique veut dire quoi? Veut dire qu'à l'origine, il y avait une langue, mais dont les langues actuellement comparées ne sont que les aboutissements au cours du temps, ne sont que les filles. Voilà ce que ça veut dire. Quand on compare l'espagnol avec le français, on aboutit à des résultats pareils. Et l'ancêtre en question, c'est le latin. Si on ne le savait pas par le biais de l'écrit et de documents historiques et tout le reste, on l'aurait su par ce biais-là, sans aucun problème. Ça donne une idée de la puissance de l'outil et ce que ça peut apporter en termes de connaissances historiques. Parce que vous pouvez, rien qu'en comparant le français, l'espagnol ou le portugais, etc., connaître les modes de vie, de pensée, les outils qu'utilisait le peuple qui est à l'origine. En l'occurrence les Romains, mais vous pouvez le savoir, rien que ça, même si on n'avait rien sur les Romains. Rien qu'avec ça, vous pouvez le savoir. Et c'est ce que j'ai fait dans le livre et dans les travaux ultérieurs. Voilà, donc là, j'ai fait par exemple le même exercice, c'est entre le Sango et l'Égyptien ancien. Et il s'avère qu'il y a des lois aussi, pareil, il faut dégager. Et j'ai dégagé donc des lois. Certaines sont triviales, d'autres non, mais c'est la beauté de la méthode comparative. Ça paraît bizarre que un T en égyptien ancien corresponde à un E en Sango. Parce que en principe il n'y a rien à voir entre les, mais c'est comme ça, les équations donnent ça, donc on doit s'y faire. Bon, ensuite après on peut l'expliquer phonétiquement comment ça peut se faire. Bon, oui, ok, mais l'essentiel ce sont les équations. Par exemple, vous avez vu, il y a un M en égyptien ancien en position finale qui correspond à un O en Sango, dans la même position. Dans quel mot? Dans plein les mots qui sont là. Vous avez par exemple Nedjem, je ne sais pas si j'ai aimé ça, Nedjem, Nzo, ok. Il y a quel autre mot? Unem, Nyon, etc. Bon, on a plein d'autres, etc. Donc, vous avez vu, c'est ça. Les africanistes et autres apprentis sorciers qui travaillent sur l'afro-asiatique, etc., ils vont passer sur la page, ils ne sont pas rigoureux. Eux, ils regardent juste les ressemblances de formes. Okay? Ils regardent dans la liste des dictionnaires. Ah oui, tel mot ressemble à tel autre mot. Ah, donc il doit être proche. C'est pour ça qu'ils font beaucoup de lexico-statistiques, de glottochronologie, alors que ça ne veut rien dire. Parce que ça peut être des emprunts d'une langue à une autre. Ça peut être juste dû au hasard. Il y a des mots qui sont identiques dans deux langues avec le même sens, alors que c'est juste une coïncidence. Alors, comment savoir? Comment distinguer les trois cas si vous n'avez pas une méthode rigoureuse? Voilà par quoi les africanistes ont péché et voilà pourquoi ils sont arrivés à des conclusions
stupide. Alors que quand vous appliquez la méthode comparative, eh ben, voilà, ce sont des équations que vous dégagez. C'est rigoureux. Ceci étant dit, j'ai présenté la méthode et à partir de là, je vais donner l'exemple de l'Empire romain, hein, comment on peut aller là-dedans, rien qu'en étudiant les langues actuelles, hein, le français, l'espagnol, etc., comment on peut accéder à cet état-là. Et donc, l'ensemble des résultats que j'ai obtenus dans ce livre et dans les travaux que j'ai faits après, qui sont encore en cours, m'amène à dire en résumé que à un moment donné de l'histoire de l'Afrique, il y a eu un empire, mais extrêmement puissant, parce que le seul, à cette époque-là, qui avait une position extrêmement éminente dans la population humaine et qui a duré extrêmement longtemps et que j'appelle par conséquent Empire africain universel, hein, africain parce que c'est un empire dont nous sommes les descendants en fait, hein. Nous sommes les habitants orphelins de cet empire là, ok, parce qu'il est né en Afrique, s'est développé en Afrique. À partir de l'Afrique, il est sorti dominer le reste du monde, une bonne partie du reste du monde, hein, pour être prudent, parce que le reste du monde dont je parle, c'est les Indo-Européens, justement, hein, puisque j'ai montré déjà dans le livre que les langues indo-européennes sont d'origine africaine. Okay? Ce sont des colonisateurs africains qui sont sortis de leur continent, sont allés dans ces régions, les ont colonisés, ils leur ont imposé donc les langues qui allaient devenir donc les langues européennes qu'on parle actuellement. Donc le français par lequel je m'exprime actuellement est un héritage direct de l'Empire africain universel, des colonisateurs africains qui sont sortis d'Afrique, qui sont allés à ce moment-là. Et idem pour les langues sémitiques. Hein, l'arabe, le hébreu, l'acadien, tout ça, c'est le résultat de la colonisation des populations de ces régions par des envahisseurs africains. Et les données linguistiques permettent de décrire très précisément les vagues d'invasion depuis l'Afrique, hein, en plusieurs couches. On peut les dater, on peut les voir, les différentes couches, par l'analyse des racines et de la grammaire de ces langues, mais aussi de la vision du monde. Alors, je ne sais pas si je continue comme ça jusqu'à la fin ou bien si vous avez des questions, vous m'interrompez. Si j'avais une question. Oui. Est-ce que ça signifierait que l'indo-européen et le négro-égyptien sont parents, sont une seule et même famille aujourd'hui? Si on considère, on dirait que l'indo-européen, le proto-indo-européen, est une fille du négro-égyptien. C'est une partie du négro-égyptien. Si on essaie de dire les choses de façon directe, abrupte, okay, puisque ce sont des Africains parlant des langues négro-égyptiennes qui sont arrivés dans ces régions d'Asie mineure pour former cette langue. Mais on peut aussi répondre par la négative, parce que l'indo-européen en lui-même est un phénomène qui a pris naissance à un moment donné. Okay? C'est la rencontre de ces différentes couches d'envahisseurs négro-égyptiens
venus du continent, donc en différentes époques, en différentes qualités, sur des populations qui n'étaient pas négro-égyptiennes. Hein, parce que les populations sur lesquelles ils ont imposé ces langues ne sont pas des Africains. Ok? Ils subissaient juste l'influence des Africains. C'est exactement la même chose que s'est passé dans l'autre sens, des dizaines de millénaires ou des millénaires plus tard, quand les Français sont arrivés en Afrique. Okay? Ils arrivent en Afrique, ils ont trouvé des populations que vous voyez relativement faibles par rapport à eux, moins avancées sur le plan technique. Okay? Et ils leur ont imposé leur langue en très peu de temps. Hein? Le français qu'on parle en Afrique, l'anglais, le portugais, etc. Okay? Et ces gens n'étaient pas nombreux. Hein? Les Européens, quand ils sont arrivés en Afrique, ils n'étaient pas nombreux. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Et malgré tout, ils ont réussi à imposer leur langue, alors que nous, on avait nos langues. On a toujours nos langues avec nous. On avait nos langues, mais ce sont leurs langues qui étaient en train de en très peu de temps, vous avez vu, très peu de temps. Si les choses restaient comme ça en l'état, pendant plusieurs siècles, mais les langues africaines allaient disparaître et il n'aurait plus que des langues d'origine européenne de parler sur le continent africain. Bon, ces langues d'origine européenne parlées par des Africains, est-ce qu'on doit les considérer comme des langues européennes ou des langues africaines? C'est un peu la question que tu poses. Non, ok? non, Parce que... c'est pas la question que je posais. Non, la question que je te posais, c'est est-ce que, encore aujourd'hui, on pourrait par exemple faire la parenté génétique entre le français et le sangou? Ah oui, si c'est ça sur le plan purement linguistique. Parce qu'encore aujourd'hui, si. on peut cerner Absolument, une absolument. parenté génétique. Absolument, C'est ça la question. absolument, absolument. Avec les règles de correspondance, avec les lois phonétiques, sans aucun problème. Ah là, j'ai divagué un peu plus. Non, en fait, ma question était simple. Ouais, c'était assez simple. Ah oui, tout à fait. Mais c'est ce que j'ai fait dans le livre. Hein. Comment est-ce que je suis arrivé à ces conclusions? C'est parce que j'ai appliqué la méthode comparative. L'idée m'était venue comment, hein? Puisque j'ai dit, ah oui, bon, les Égyptiens anciens, le sango, tout ça, c'est une même langue, hein, à l'origine, hein, c'est le négro-égyptien. Bon. Qu'en est-il de ces liens, par exemple, avec les langues indo-européennes? Oui, donc je me suis dit, je me suis posé la question, mais au fond de ma pensée, je me disais, nous c'est nous, eux c'est eux. Ok? Donc, en principe, il ne devrait y avoir aucun lien. Donc, je devrais pouvoir démontrer que le négro-égyptien, les langues négro-égyptiennes n'ont rien à voir avec les langues indo-européennes. Et c'est cet exercice que j'ai essayé de faire. Et où j'ai échoué, en réalité. Parce que au fur et à mesure que je faisais les comparaisons, je me rendais compte qu'il y a des liens, il y a des équations qui se dégageaient au fur et à mesure. Au fur et à mesure que j'étais vraiment étonné, quoi. J'étais vraiment étonné. Je me rappelle, c'est bizarre ça. C'est curieux. J'essaie de les exclure, mais ils reviennent. Donc on peut, sans vraiment s'abuser, nous confirmer que l'égyptien ancien est le socle des langues universelles. C'est pas l'égyptien, c'est le négro aussi. C'est le négro-égyptien. Le négro-égyptien est le socle des langues universelles. On peut dire ça. On peut dire ça. En tout cas, en ce qui concerne toutes les langues que j'ai étudiées jusqu'à maintenant, hein, donc les langues indo-européennes, les langues sémitiques et bien sûr la masse des langues africaines. J'ai même commencé à regarder un peu comme ça par curiosité le berbère. Tout ça s'explique par des envahisseurs, civilisateurs de l'Empire africain universel qui débarquent par vagues sur des milliers d'années, sur des populations qui étaient très arriérées, et qui étaient obligées d'apprendre ces langues-là, de prendre ces langues-là comme référence. Et une fois qu'ils ont pris une première version de la langue, en Afrique, la langue a encore évolué.
ok, et il y a de nouveaux envahisseurs qui arrivaient de là-bas pour aller vers eux, pour imposer encore le donc la langue qui était devenue déjà la leur spécialisée avec machin. Il y a une nouvelle couche qui arrivait d'Afrique, qui vient se greffer. Donc ça fait des fusions qui ont finalement donné l'apparence qu'on a des langues européennes actuelles, quoi. Donc d'abord de l'indo-européen, leur ancêtre, et ensuite après des langues filles que nous parlons actuellement, anglais, allemand, hindi, tout ce que vous voulez, arabe, tout le reste. Non, j'ai juste deux remarques pour vous, en termes de précision que je voudrais apporter. Oui. C'est que quand il dit, bon, en fait, c'est parenté au niveau de langue négro-africaine et des langues européennes, c'est qu'il faut préciser qu'il y a des degrés de parenté. Parce que même à l'intérieur, par exemple, de la famille indo-européenne, il peut voir il y a des familles germaniques, slaves, en fait, qui sont plus proches. Voilà. Degré de parenté, c'est Voilà, différent. voilà, il y a des branches, hein, parce qu'il y a la famille, mais la famille se subdivise en branches. En branche, Ok, voilà. donc il y a la branche latine, il y a la branche germanique, il y a la branche de slave, hein, parce qu'il y a les slaves, etc., indo-iranienne, etc. Mais tout ça, ce sont des langues filles. Ok, mais la grande différence entre ces locuteurs indo-européens et nous les Africains, et ça c'est patent, c'est clair, c'est au niveau de la vision du monde. Ils ne voient pas le monde de la même façon que nous. Et c'est ce que j'appelle donc la sémantaxe à la suite de Gabriel Mansi, un célèbre linguiste français qui a travaillé justement sur le français de Côte d'Ivoire, le français du Cameroun, où justement il voyait des africanismes en quelque sorte, hein, dans ces formes de français, quoi, hein, qui amène à dire qu'effectivement, le fait d'avoir une vision du monde différente des Français a un impact profond sur la morphologie et la grammaire même de la langue qu'ils sont en train de parler, quoi, et influe sur son évolution. Ok? Et ce qui fait qu'en fait, en réalité, pour être rigoureux, on devrait dire le français de Côte d'Ivoire, par exemple, je ne sais pas comment on l'appelle, le Nouti ou le Nati, ben, ce n'est pas du français. C'est plus proche des langues africaines alentours, hein, le Doula, le Baoulé, etc., que du français. Parce que c'est la même vision du monde. C'est la même sémantaxe. Okay? Donc déjà, on peut délimiter un certain nombre de frontières, okay, entre ceux qui sont véritablement les habitants de l'Empire africain universel, donc qui partagent une certaine, on va le voir après, un ensemble de sémantaxes, hein, donc de vision du monde commune, hein, qui se retrouve partout, hein, en Afrique, y compris même aux Antilles, hein, parce que j'ai fait le travail dedans et je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont repris. Cette vision du monde, ça va au-delà des mots, ça va au-delà de la langue en tant que telle. Okay? Aux Antilles, ils parlent le créole qui est à base lexicale française, mais la vision du monde étant différente, la vision du monde étant une vision africaine, ça se ressent dans la grammaire. Ça se ressent dans la grammaire du créole guadeloupéen, du créole martiniquais, etc. C'est patent. Et c'est en ça que on voit la véritable parenté génétique. Okay? Ce qui définit la parenté génétique entre deux langues, c'est l'ensemble de sémantaxes qui lui est associé. Pas les mots en tant que tels, les formes des mots qui peuvent provenir de plusieurs sources. Mais la vision partagée, c'est ça véritablement qui définit le lien génétique. Donc pour finir, la deuxième remarque, bon ça c'était juste peut-être plus proche de nous. Quand il donnait l'exemple des envahisseurs et autres là, je veux dire, on peut parler encore de l'exemple français où
la langue qu'ils parlent. Ils ont perdu la langue, ils parlent la langue des envahisseurs. Ils parlent la langue des envahisseurs romains. Hein. Romains, voilà. Voilà. Ils ont fait, ce qui leur est arrivé, c'est dur. Hein, c'est pire que ce qui nous est arrivé en Afrique. Nous, au moins, on a encore nos langues. On parle nos langues, on a nos noms, nos machins. Mais eux, ils ont tout perdu. Ils ont perdu le Gaulois. Ils ont perdu le Gaulois, ils ont perdu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont encore de Gaulois? On se pose. Le breton. Non, le breton survit difficilement. Ça Il est en- survit il est difficilement en et voie on ne disparition. donne pas cher pour 2 siècles. Le français Pour d'une- disparaître. Et d'ailleurs, le breton, pour ne pas te couper, C'est pas du le Gaulois. breton, c'est pas du Gaulois, hein, c'est d'origine irlandaise, hein, c'est les îles britanniques. Oui, tout à Ils fait. sont venus de là pour. Mais les Gaulois en tant que tels, ils ont fait un naufrage. Hein, ils ont. La langue Ils ont été balayés corps et bien. Corps et bien. C'est triste quand vous voyez hein, l'histoire a ces choses. Bon, voilà. Bon, maintenant c'est un nouveau peuple fier hein, qui a été entièrement fabriqué par les Romains, les Français. Mais voilà, ils parlent. Ok. Donc voilà. Un peu une réponse à ta question. Eh ben, c'est cette branche-là, cet embranchement que j'ai fait uniquement à partir de l'analyse linguistique. Où vous avez vu, en partant des langues que j'ai comparées, hein, des langues actuelles, des langues réelles, hein, je suis arrivé je vais aller là-bas. Hein, je suis arrivé à reconstruire l'ancêtre. Tu peux avoir L'ancêtre prédialectal, hein, l'ancêtre direct hein, de ces différentes langues-là, de toutes les langues africaines que nous parlons. Sans exception, leur ancêtre, c'est lui-là. Leur ancêtre direct, que j'appelle donc le négro-indien post-classique, avec ses caractéristiques. Ensuite, après, eh bien, évidemment, il s'est divisé en 2 branches. Hein, des caractéristiques bien précises. Et les langues africaines se répartissent dans ces 2 branches-là. Ok, hein, j'en ai pas trouvé de troisième branche, à part peut-être Tu peux nous expliquer l'étude le des langues. tableau Oui. Tu peux nous expliquer le tableau? Alors, le tableau, ça part de l'origine ultime du langage. Ok, c'est-à-dire le tout début du langage. Donc en fait, le travail a été fait dans ce sens. Hein. Vous avez compris. J'ai pas plus court. Oui, Ah oui, donc le travail a été fait dans ce sens. Hein. Je suis parti de là pour reconstruire en haut. Ok. En haut, c'est l'ancien et en bas, c'est l'actualité. Exactement. C'est ça? Exactement. Donc je parle de je remonte et après je fais ce qu'on appelle la reconstruction inverse. Hein. Une fois que j'ai compris vraiment comment ça se passe en haut avec le machin, je peux redescendre et expliquer d'autres faits qu'on trouve ici et qui étaient inexplicables. Ok? Ah oui, ok. Y compris dans ces langues-là et dans d'autres langues aussi. C'est ça le À partir du Mako, tu as pu expliquer le micro. Voilà, tout à fait, Ok, exactement. d'accord. Donc, je suis remonté jusqu'à l'état initial. Là, c'est vraiment le langage en train de naître, quoi. Ok? Au sein d'une population humaine qui ne parlait pas du tout du langage, quoi. Hein, parce que on associe l'homo sapiens à la langue, ce qui n'est pas le cas. Hein. L'homo sapiens, il avait la possibilité de parler, oui, ok, il avait des organes, machin, mais il a fallu l'inventer. Hein, avec un code, avec tout ça. Et j'ai expliqué les nécessités d'émergence de ce langage. Pourquoi est-ce que le langage articulé est né? Pourquoi en Afrique, à ce moment-là, et au sein de cette population-là? Donc, les mots étaient à l'origine très simples, ok? C'était juste des syllabes. Hein. Les mots étaient réduits à la simple expression.
Et d'ailleurs, j'ai pu reconstruire une dizaine de ce qu'on appelle des primo-lexèmes, c'est-à-dire des tout premiers mots. Les tout premiers mots que l'Homo sapiens a inventé. Donc je les ai reconstruits. Et c'est à partir de cette dizaine de mots que tout le reste, et ça je peux le démontrer dans le moindre détail, que tout le reste a été construit. D'accord. Rien qu'à partir de ces 10 onomatopées, c'était des onomatopées. Je vous donne un des exemples d'onomatopées qui a été très prolifique dans l'histoire du langage par la suite. C'est le son quai. C'est pour désigner le bois sec. Okay? Donc c'est le son que fait le bois sec quand on le casse. Quai. Okay? Donc ça leur permettait, parce qu'à l'origine, donc vous imaginez que il y avait un lien entre les sons et l'objet. Il fallait qu'il y ait un lien pour que l'association soit triviale et facile à mémoriser pour ces populations qui étaient en train d'apprendre donc, le langage. Et ça a permis de désigner plein de choses derrière, quoi, avec le bois sec, on peut faire plein de choses. Okay? On peut allumer le feu, ça peut servir de bâton, c'est ce que j'utilise. On peut taper avec, on peut, voilà, on peut tuer, le mot tuer même, c'est ça. Donc, voilà, etc., etc. Okay. Et ensuite, après, les mots, au cours de l'évolution, donc des milliers d'années après, parce que pour passer de là à là, c'est peut-être des dizaines de milliers d'années. Ok. Eh bien, des monosyllabiques, on regroupe en dissyllabique d'abord ici, ok. Et ensuite, après, dans cette période que j'appelle la période classique, les mots composés de 2 primo-lexèmes n'étant plus suffisants pour, parce que les réalités deviennent de plus en plus complexes, eh bien, on ajoute une 3e syllabe toujours puisée dans le répertoire initial. Et donc, ça donne cette période-là, avec une grammaire bien déterminée. Alors, il se produit un événement singulier, qu'on voit ici, et qu'on voit dans les données linguistiques, à savoir que les populations ici, de ces 2 branches, se souvenant, parce que c'est la même filiation, se souvenant qu'à l'origine, les mots étaient dissyllabiques, comme ils arrivent à des mots trisyllabiques, ils ont fait l'effort de revenir au mot dissyllabique initial en simplifiant. Okay? Donc en regroupant les deux des syllabes en une seule. Okay? Et ça a donné naissance à de nouvelles consonnes. Okay? Par exemple, typiquement, les consonnes double articulation, comme par exemple les labiovélaires, etc. Ils sont nés par ce processus-là, okay, de regroupement. Parce que voilà, ils déterminent les trucs. Et donc, ça a donné donc deux branches que j'appelle Kweke et Kekwe, okay, et qui ont laissé des traces, même actuellement, dans le lexique des langues africaines et des langues indo-européennes, par voie de conséquence, puisque les langues indo-européennes, ce sont ils puisent dans le répertoire négro-égyptien. Donc là, on voit que ici, tous les mots qu'on trouve ici, c'est soit des mots Kweke, soit des mots Kekwe. Ok? Par regroupement et par fusion. Donc, c'est des processus très longs sur le plan historique. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 2 populations qui sont séparées, qui se sont retrouvées? Absolument. D'accord. Absolument. C'est ça. Donc, il y a eu séparation en 2 branches, comme il arrive. Les Indo-Européens, ils sont séparés en 2, enfin en plusieurs. Il y a la branche latine, la branche germanique, etc. Du moment où vous vous séparez, c'est justement le fait de la séparation qui fait que les langues divergent et que vous avez des branches distinctes ensuite après. Donc c'est vraiment ici séparation physique, ok, mais pas aussi étanche que ça, parce que ensuite après ils se sont regroupés
pendant une longue période en continuant à échanger étroitement. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les langues africaines et les langues indo-européennes, sans exception, on trouve quasiment en proportion égale aussi bien des mots de cette origine que des mots de cette origine-là. Donc cette fusion a été complète, a duré très longtemps pour aboutir justement à ça. Avant maintenant de faire ce nouveau Big Bang. Bon, il y a une troisième branche qui n'a pas du tout évolué, qui n'a pas regroupé comme ça, hein, parce que peut-être il ne se souvenait pas trop de son ancêtre, hein, de l'origine, que le mot était d'abord dissyllabique et devrait être dissyllabique. Donc ils ont continué avec la structure trisyllabique. Et c'est ça qui a évolué pour donner le sémitique. Okay? Donc ceux qui sont de cette branche-là, ils étaient vraiment très séparés du reste. Hein. Okay? C'est pour ça que voilà, hein, ils ont eu très peu de contact et on voit très peu d'éléments trisyllabiques dans les grammaires des langues que vous voyez ici. Là. Okay? Alors que, mais ça existe, hein, ça existe. J'ai pu les isoler. Par contre, il a évolué en solo et a donné naissance au sémitique quand cette branche-là s'est aventurée en Asie occidentale pour imposer donc sa langue une première fois aux pauvres populations pré-proto-sémitiques qui étaient là, quoi. On connaît leur nom. Hein? Est-ce que tes recherches recoupent les données archéologiques Oui, j'ai recoupé. Oui, bon, mais quand je fais le travail, j'oublie volontairement tout ce qui est dit de façon, hein, parce qu'il faut que ça, sinon tu risques d'être influencé. Je raisonne, je vois ce que ça donne sur le plan linguistique, et ensuite, après, éventuellement, je compare. Mais tout ce que j'ai comparé, je vois que ça colle. Hein, c'est vraiment. Hein. Bah, vous voyez, hein, donc, les différentes branches, je les ai nommées à partir du mot foi, dans deux langues typiques des deux branches. En Zandé, le mot foi se dit béré. Ok? C'est vraiment caractéristique de cette branche-là. Tous les mots toutes les langues de cette branche-là ont cette caractéristique-là. Hein, les syllabes sont vraiment bien prononcées. Hein, ça conserve vraiment le truc d'origine. Ils prononcent les choses comme ça devait être. Et dans cette autre branche, la branche Beher, on trouve donc le Somali, pour dire foi, il dit Beher. Okay? Donc, vous voyez, c'est à peu près Beret, sauf que c'est prononcé à la légère. Hein? Donc, on mange le dernier mot. Hein? Donc, on fait tomber la dernière syllabe et en tombant, ça a provoqué l'allongement compensatoire. Un phénomène classique en phonétique historique que tu dois connaître, mon cher ami. Donc voilà, et dans cette branche, vous trouvez le copte, le somali évidemment, vous trouvez le wolof, vous trouvez le peul, ça c'est les travaux que les gens doivent faire, le nuer, etc. Alors qu'ici vous trouvez la Haussa, le Zandé, évidemment, le moyen égyptien, le vieil égyptien, le proto-bantou, donc les langues bantou, etc., etc. Alors il y a un fait intéressant quand même, c'est que les langues bantou de la région du Cameroun commencent à ressembler par leurs caractéristiques, parce que c'est le même phénomène phonétique aux langues Beher. Okay? C'est la raison pour laquelle ils ont des consonnes finales dans leurs racines. Okay? Par contre, pour dire éléphant, hein, ils disent Nzok, par exemple. Alors qu'en lingala, on dit Nzoku. Le douala se particularise, hein, parce que le douala c'est autre chose. On ne prononce pas, on ne va pas jusqu'à la voyelle. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça là, c'est ce phénomène BRE là. Donc vraiment le phénomène Bantou, c'est vraiment notre mère, quoi, tu vois, parce que c'est vraiment ce qui s'est produit ici, qui est en train de se reproduire. Oui. Excuse-moi de te poser la question. Oui. Tu as dit que par l'étude de la langue, oui, on peut reconstituer ou avoir une idée de la population, de ses habitudes, de ses usages, ainsi de suite. Oui. Ça m'intéresse beaucoup
la deuxième colonne que tu as montrée ici, où tu as parlé du COP, du Oui. Somalie, Oui. parce que si je comprends bien, ce sont bien les langues négro-africaines pour Oui. utiliser. Non, je dis ça, c'est parce que j'ai un débat souvent avec mon frère. Je veux bien que par rapport à ta Ah, d'accord, ok. tu établis ça. Ah, COP, absolument. Somalie. Sans aucune difficulté, Voilà. sans Comme ça, aucune il y aura plus de discussion doute. possible. Voilà. Sans aucune discussion possible. Et d'ailleurs, ça m'a même étonné. Ça m'a même étonné parce que vous savez que les Somalis, ils sont plus proches de là-bas, de Proche-Orient, Arabie du Sud-Ouest et tout ça. Des fois, ils se considèrent même comme des Arabes, quoi. Et quand vous appliquez à l'église, vous dites, mais non, pas du tout. Parce que la sémantaxe, quand je dis que c'est important, c'est important. Ok? Parce qu'il y a une sémantaxe qui nous distingue des autres, nous les négro-égyptiens. Ok? Qui est que pour désigner tout ce qui est parole, qui a trait à la parole, on utilise le mot pour la bouche, qui désigne la bouche. Ok? C'est la raison pour laquelle la langue, en sango, on dit yanga, pour dire la parole, le langage, on dit yanga. Yanga, c'est la bouche. En égyptien ancien, c'est pareil, comme vous le savez. Pour dire la langue, le kemet, on dit roen, kemet, etc. Okay? Donc, le langage, c'est la bouche. Okay? C'est très ancré chez les Africains. Tout ce qui est. Ils disent comme ça, ils parlent comme ça. Chez les Sémites, Arabes et consorts, et les Indo-Européens, preuve que c'était des gens qui étaient pareils à l'époque. Ils devaient, parce qu'ils avaient la même vision du monde, eh bien, ils utilisent l'organe de déglutition, la langue, pour parler du langage, pour parler de tout ce qui est a trait au mot, à la parole. C'est pour ça qu'on dit langue, pour parler du langage. Vous voyez? En arabe, on fait pareil. En acadien, on fait pareil. Ok? C'est très ancré. C'est une dichotomie là. Il y a eux, d'un côté, et puis il y a nous. Ok? C'est pas que nous sommes supérieurs à eux, ou eux supérieurs à nous. C'est que c'est différent. On n'a pas la même histoire. Ok? C'est ça que ça veut dire. Bon. Maintenant, le Somalie. Juste, excuse-moi. Pour dire. J'ai une question à te poser du coup. Oui, je vais juste finir plus pardon, vas-y. rapidement. Oui. Donc, je découvre que en Somalie, et dans bien d'autres domaines d'ailleurs, le Somalie, pour dire langue, langage, il dit bouche. Il dit bouche. Au lieu de dire la langue, il y a un mot pour dire la langue. Il aurait pu le dire alors qu'il y a l'arabe juste à côté. Ils traversent, ils vont là-bas, des trois de Baba Mandeb, ils vont là-bas, ils reviennent. Donc il aurait pu. Ben non. Eux aussi, ils emploient le mot bouche pour parler de la langue, de tout ce qui est la langue ou tout ce qui est la parole. Ok? Et d'ailleurs, fait intéressant aussi pour vous montrer la puissance de la sémantaxe dans l'appartenance à une population. Les populations sémitiques d'Éthiopie, parce que vous savez que les langues éthiopiennes, la plupart sont des langues sémitiques, l'amharique, tout ça. Ok? Et les langues sémitiques d'Éthiopie, ils emploient aussi le mot bouche pour parler de la langue. Ils ne sont pas comme les Arabes. Alors qu'ils emploient les langues, c'est des langues sémitiques, quoi. Peut-être l'influence, non? Ça veut dire que, fondamentalement, c'est des Africains. Ils pensent comme les Africains, ils ont la même vision des Africains. Pour eux, bouche, c'est parole. Ils ont beau parler langue sémitique, mais on voit bien que c'est une langue qui est venue remplacer d'autres langues, quoi. Juste la précision. Oui. Tu as évoqué qu'il y a des langues sémitiques d'Éthiopie. Oui. Mais en même temps, tu as dit après que fondamentalement, c'est les Africains, c'est la vision du monde africain qu'ils ont. Oui. Donc, si on conclut bien, ils n'ont pas la vision sémitique. Ce ne sont pas des sémitiques, c'est bien des Africains. Ah oui, absolument. Voilà. Okay. Ah oui, mais non, ça ne souffre aucune discussion. Voilà, parce que j'ai eu une interpellation quand tu as dit langue sémitique d'Éthiopie. Donc je voudrais que, comme tu précises là, ah d'accord, ok. Bah oui, disent parce que c'est des langues sémitiques. Mais ça veut dire quoi, que ce sont des Africains qui ont appris les langues sémitiques? Ah oui, okay. Mais ça c'est documenté historiquement, on sait. On sait qu'ils parlaient des langues
qu'on a classés sous le terme couchitique. Ils parlaient ces langues-là au départ. C'est comme les créoles aujourd'hui, non? C'est un peu... Oui, c'est comme le créole, ils parlent français, mais sans aller au créole, vous avez vu ceux qui parlent français à Abidjan et qui ne parlent que français, c'est des Africains. Ah, merci. C'est bon. On est là, on peut parler. Oui, Juste pour savoir tout ce qui est, parce que la référence c'est souvent à Ouissa que je vois, tout ce oui. qui est langue évé, fon, tout ce genre, toutes ces langues-là, vous les classez dans quoi, dans quelle partie, dans les, Bon. à gauche ou à droite? C'est vrai, je ne les ai pas suffisamment étudiés. Ah, Je ne les ai pas encore étudiés, puisque je n'ai pas étudié toutes les langues africaines. Et d'ailleurs, j'invite tous les autres linguistes, tous les autres chercheurs africains à travailler justement à la classification pour pouvoir les placer. Mais j'ai étudié un peu succinctement l'évé et je me suis rendu compte qu'il se placerait plutôt là, dans la branche Beher, l'évé. Comme le bambou camerounais. C'est vraiment une analyse succincte, hein, parce que Ok. phonétiquement ça se comporte comme le sango. Et le sango, c'est quel? C'est à peu près C'est quel? la langue qu'on parle en République centrafricaine. D'accord. Et Mais c'est le vraiment. mot veut dire Attends, quoi, attends. Sango? Sango, c'est information. Non, il y a un mot, c'est un homonyme. Il y a un mot qui veut dire information Ah, le et qui se concept, prononce ah, sango. Oui. Mais l'étymologie, c'est ça que je veux dire. Ben, on ne sait pas. On sait pas. Il y a une ethnie qui s'appelle Sango en Centrafrique. Hein? Donc, bon, pourquoi est-ce que l'ethnie s'appelle Sango? Ben, on ne sait pas. Et c'est ce mot-là donc, qui a désigné finalement. Ah, il y a une ethnie. Ah oui, il y a une C'est ce que je ethnie. voulais savoir. Oui, 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 il y a une Parce que je ethnie. sais qu'il Ouais, y a il y a une une ethnie. langue que Mais la langue qu'on parle ne vient pas directement de cette ethnie-là. C'est une langue Mbandi, bien sûr, comme le Yakoma, parce que dans les langues Mbandi qu'on parle en Centrafrique, il y a le Yakoma, il y a le Sango, il y a Dendi. le Dendi, et puis peut-être un autre. Et Dick Kidir, qui était un chercheur centrafricain, linguiste, disait que le Sango que nous parlons viendrait plutôt du Dendi. Mais il n'a pas fourni de preuves. En tout cas, c'est vraiment une seule langue et qui est parlée même aussi en République démocratique du Congo. C'est vraiment le Mbandi, c'est le groupe Mbandi. Le groupe D'accord. linguistique Mbandi. Sachant Ok. que les Ngbandi, justement, sont venus récemment du Soudan, Éthiopie Ils aussi. viennent du Soudan, voilà. Ils viennent du Soudan, Soudan, Éthiopie, dans ces zones-là. Donc voilà. Et donc, l'évé, justement, bon, a affiné, hein, mais Ok. il ressemble plus à ça parce qu'il y a beaucoup de tons en évé. Hein, il y a beaucoup de tons. Et quand il y a beaucoup de tons, ça fait penser au sango, hein, avec des pertes de consomme finale qui provoquent l'élévation tonale. Ok? Donc, Ok, voilà, d'accord. des trucs de ce genre. Mais il faut une étude approfondie, poussée pour en savoir plus, quoi. Et bon, le fond aussi, le fond B, hein, c'est comme ça qu'on prononce, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà, hein. Et d'ailleurs, hein, même le suffixe B, là, hein, ça veut dire bouche. C'est B, c'est la voix. Fond B. Oui, mais le B en question, étymologiquement, quand on le remonte dans le passé, le compare avec d'autres langues, c'est un mot qui devrait dire bouche à un moment donné. Mais c'est pas loin, hein. C'est assez proche quand même, parce que Mais c'est la En fait, dans la voix. langue- il y a une en fait, il y a une confusion entre les. C'est ça, en fait, c'est la même chose. On peut dire que sa bouche n'est pas bonne. Enfin, les deux se valent, en fait. Oui, parce parce que que la dans voix, notre tête, nous la sommes voix, des c'est la C'est la Africains. parole aussi. Voilà. Et Parce puis que dans la notre bouche, tête- c'est aussi la parole. Donc Voilà. ça dépend. Dans notre tête, il y a cette confusion-là depuis les origines, depuis ici. D'accord. Depuis les origines. Donc c'est pour ça que ça se retrouve ici, 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 ici. C'est incroyable. Hein. Partout. On retrouve le même mot. Oui, sur oui, le la bassin même qui façon veut de voir dire, les choses. appareil Tu n'y peux génital rien. d'une femme. Tu peux nous prendre, nous attacher, nous mettre dans un bateau, envoyer de l'autre côté de l'océan. On continue de penser pareil. C'est ça la sémantaxe. Tu vois, tu peux changer de langue même, machin, mais ta vision de pensée, tu ne peux pas changer.
ou alors très difficilement. Et puis il y a aussi juste une chose par rapport aux mots, les mots avec les be, Oui. comme ça. On Plus trouve fort, beaucoup mais justement. Plus fort. Ah, pardon. Les mots avec be, peu, ces gens C'est on des trouve consonnes beaucoup. labio-vélaires. Les On appelle consonnes- des consonnes labio-vélaires. Labio-vélaire, Oui. d'accord. Les consonnes labio-vélaires qui sont très très développées dans les langues. Ouais. Type Fongbe, je crois. déjà, Pour Bénin. et Ouais, ouais. Voilà. B, et toutes les Mais on les déclinaisons. trouve beaucoup dans le Sango aussi. C'est ça Ah oui, qui est mais drôle. bien sûr, bien Pourtant, sûr, bien sûr. le Lingala qui est à côté, par exemple, N'a pas ça. n'a pas Il n'y a ça. pas ça. Voilà, Vous voyez tout à fait. Voilà. Et Et du coup, en fait, bon, c'est ça le peut aussi Sango, être c'est vraiment. Exactement. Ça peut Et aussi il a être ce une côté-là raison. voilà. Mais en Zandé aussi, hein, en Zandé aussi. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait tilter là, dans le truc du Fongbe, c'est parce que en Zandé, pour dire bouche, on dit Ngba. Ngba. Et D'accord. on emploie évidemment ça aussi pour dire langage, quoi, hein, la langue. Ok, donc Fongbe, un Zandé aurait dit la même chose, quoi. Parce que il y a cette sémantaxe là qui est très fort dans nos têtes. Frère Mbouli, excusez-moi, en fait, là, vraiment, on a commencé, mais j'aimerais que vous nous parliez de l'alphabet. En fait, je ne sais pas, parce que quand on parle comme d'une langue, on fait référence à l'alphabet. Est-ce que nous, dans la langue africaine, là, la langue négro-africaine, il y a un alphabet? Je ne sais pas. Parce que Non, on est parti une langue n'a rien à voir avec un alphabet. Hein, ça, les alphabets ont été inventés très récemment dans l'histoire de l'humanité. Les langues existaient déjà depuis longtemps. Hein, et quand il n'y a pas d'alphabet, les gens parlent leur langue. Hein. Si les Blancs n'étaient pas arrivés en Centrafrique, continue de parler. Peut-être que le frère voulait parler des sons de la langue, non? C'est pas ça que tu appelles l'alphabet? Tu veux dire les sons de langues africaines, c'est de ça que tu veux parler les peut-être? syllabes, en fait, comme je vois qu'il Les syllabes d'en haut là. est en train de Ouais, développer. oui, mais bon, on peut noter les sons d'une langue dans n'importe quel système d'écriture. Ok, donc on peut utiliser l'alphabet latin, on peut utiliser l'alphabet grec, on peut utiliser le chinois, le système hiéroglyphique chinois, on peut utiliser les hiéroglyphes égyptiens pour écrire une langue donnée. Hein, le malgache ou le haoussa par exemple a d'abord été écrit en arabe avant d'être écrit en caractère latin. Okay? Et demain, ce sera écrit dans un autre système d'écriture, peut-être. Et puis bon, voilà, ça n'a rien à voir. Hein? Donc, Non, je vais lui recommander, il y a, comment elle s'appelle, Christiane Nobukour, elle utilise vraiment une parabole qui est intéressante dans son livre, Le fabuleux héritage de l'Égypte, où elle montre comment l'alphabet proto-sinaïque, là, à partir duquel est dérivé donc Phénicien et tous les autres, comment c'est parti de l'Égypte. De l'Égypte, mais dans une conception idéogramique, je ne sais pas comment prononcer, idéogramme. Donc l'histoire même d'alphabet, c'est très récent. Donc il ne faut pas avoir une question par rapport à la langue. Ah ouais, tout à fait. Ça peut ne pas avoir un lien. Et ça a son origine en Afrique. Où est-ce qu'on situe le Sango là en fait? Il est Comment? dans le BR ou dans le Bénin? Non, le Sango est là. Bon, j'ai pas eu de place, mais dans d'autres recherches que j'ai fait, hein, le Sango est là. C'est une langue béhère. D'accord. C'est pour ça qu'en Sango, pour dire la même chose, On dit bé. on dit bé. Ah, bé. Ouais, on dit bé. Bé. Non, bé, ça c'est le cœur. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais le foie, en Sango, c'est bé, avec le ton bas. Ok. D'accord. Donc, c'est le résultat de la chute de ce R là. Ok. D'accord. Hein, le R qui est une fricative, il y a une loi que j'ai dégagée dans le livre qui fait que la chute de fricative provoque Le tomba. le ton bas. Ok. Donc voilà, hein, tout se tient quoi. Tout se tient dans les trucs. Le Sango ici, le Zandier. Donc voilà, et l'arabe est là, évidemment, hein, acadien. Et vous avez vu ce même mot là, hein, qui a dû être. C'est un mot très ancien, hein, ça a dû être élaboré ici, puisqu'il se retrouve là, dans sa forme très archaïque. Kouboud, hein, vous avez vu, c'est K-B-D, ok? C'est ce D là qui a évolué pour donner R. Ok? Parce que dans les langues bantoues, on a belé, hein, ok? Du belé pour dire le foie, ok? Mais voilà, c'est un béret, quoi. Hein? Oh là, le réveil d'un coup. Voilà, donc c'est un béret. Et d'ailleurs, quand vous prenez le bangala, hein, qui est un dialecte archaïque du lingala,
oui. ce n'est pas un B que vous avez au départ. Hein? C'est une consonne glottalisée, un B glottalisé que seul notre ami Khalidou sait prononcer puisque ça existe en pulaar. Hein, c'est d'accord. B. Hein? Voilà, B. Voilà. Et d'ailleurs, le cœur, c'est Berde. Berde. Hein? Ouais, c'est Donc, bir en Wolof. En Comment? Wolof, on dit bir. voilà. Donc, voilà, c'est ça. Bir avec deux, donc c'est une langue béhère. Mm. Ouais, c'est une langue béhère. Mm. Donc, rien qu'avec ça, vous pouvez Ouais, savoir on, peut des déjà, choses. on peut déjà s'amuser. Voilà. Donc ce B, hein, que j'ai du mal à prononcer, mais que notre ami Khalidou prononce très bien, ça vient d'où, hein? Parce que en Zandé et en Somalie, on a simplifié. Hein? On a juste dit B. Hein? Bon, voilà, B. Ok? Mais eux, c'est les Pulaar et les Bangalas, hein, ils continuent avec le B. Ok? Mais ce B, c'est quoi? C'est une consonne glottalisée, c'est une occlusive sonore glottalisée issue de la rencontre entre K et B. Hein? C'est ce K-là Ah, ok. qui, en fusionnant, en coalescent avec B, a donné B. Ok? Ça aurait pu donner B. Ok? C'est pas plutôt l'évolution de la labio-vélaire? J'avais pensé à ça aussi. Oui, non, mais c'est justement ça qui a donné naissance au labio-vélaire. Ah, ok, d'accord. Parce que quand tu n'as plus de voyelles entre les deux, eh bien, les deux ils fusionnent, ouais, et puis ça fait une seule consonne, quoi. Mais double articulation. Mm. Donc l'origine de labio-vélaire, c'est ça. Les gens, vraiment, ça montre une conception dynamique de l'histoire. Ouais, Quand c'était pas un beau matin choses, comme ça, ouais. il dit, je vais prononcer des mots compliqués, des sons compliqués. Non. 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 mais ta remarque est importante parce que quand, par exemple, quelqu'un qui va prendre une langue à ton, Oui. comme il n'a pas hérité cette continuité de simplification, on le reprend sans arrêt. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il aurait du mal. Il aurait du mal. La bio-vélaire, pareil. Ouais. Même les enfants qui apprennent leur langue, qui ont dit la bio-vélaire, s'ils ont appris le français en premier, la bio-vélaire, ils vont les maîtriser en dernier. Oui. Ah oui, parce que c'est dur même pour beaucoup d'Africains. Hein? Pour beaucoup d'Africains qui n'ont pas ces consonnes-là, quoi. Hein? Et c'est ça aussi qui a permis au linguiste Atkinson de démontrer en 2011, la même année qu'on aurait sorti là dans un article, que toutes les langues du monde sont issues d'une seule langue qui est née en Afrique. Ok? Il est parti de ce constat, quoi. Parce que c'est en Afrique qu'on trouve le système phonétique le plus complexe. Tu vois? En Afrique, on trouve tout type de consonnes, quoi. Ouais. Il y a des langues avec système consonantique avec 40 consonnes. Alors quand tu prends les langues cohérentes, c'est une centaine de consonnes. Et au fur et à mesure que tu t'éloignes de l'Afrique, eh bien, tu vois, le système phonologique se simplifie. Jusqu'à quand tu es vraiment très loin, eh bien, c'est quasiment rien, quoi. Comme le hawaïen par exemple. Effectivement, hawaïen, je crois qu'il y a rien 5 du tout. consonnes, je crois. Oui, voilà. Donc, tu vois. Donc là, il met ça dans un modèle mathématique et il prouve que l'origine de ça, c'est quelque part en Afrique australe. Mais alors, donc, moi, je l'explique historiquement, justement, par ces exemples-là. D'accord. Hein? Donc là, vous voyez bien les labio-vélaires en train de naître. Parce que, voilà, une fois que c'est tombé, c'est d'ailleurs même l'origine de la branche Kweke ou Kekwe. Voilà, quand c'est tombé, voilà, il s'associe et puis ça donne ça. J'ai une question, frère. Oui. Les flèches en pointillé là qui reviennent, c'est quoi? C'est des influences croisées? Oui. Ici, là? Ouais. Oui, c'est des influences croisées. Ça veut dire que, effectivement, ces deux branches-là qui étaient physiquement séparées à un moment donné, ils ont interagi entre eux pour donner naissance à ça. Mais quand même, lui aussi, il a pu injecter quelques éléments aussi à l'intérieur. Ok? Mais de façon lâche. C'est pour ça que j'ai mis des pointillés, de façon vraiment distante, quoi. Donc on voit bien un ensemble, on voit bien deux ensembles se dessiner. Ok? Un premier ensemble constitué de deux champions, hein, qui sont comme deux frères, hein, ils s'aiment, ils s'associent, ils font des trucs. Et puis, un troisième ensemble singleton, hein, un frère, mais un cousin, quoi, un peu éloigné,
hein, qui est là, qui fait son chemin et de temps en temps il fait des trucs Des aussi. apparitions. C'est vraiment la situation actuelle, hein, où vous voyez les sémites, hein, on les appelle des cousins, hein, mais c'est un peu à cause du genre de truc. Hmm. Hein, vous avez vu, on a aussi quand même quelques liens avec du fait que l'origine de ça, c'est une suite directe de ça. Hein. Eux, ils sont allés là-bas et donc ils ont civilisé donc ces personnes-là. Bon, j'aurais besoin du bâton pour plus tard. Oui. Oui, pardon. En fait, donc, pour faire cette étude-là, tu as commencé donc par les langues actuelles. Oui. Et donc, petit à petit, en faisant des comparaisons de façon méthodologique, Oui. tu es remonté Je remonte, oui. et De proche en proche, de oui, proche en tout à fait. proche. Donc, ok, donc ça part du bas vers le haut. L'évolution, en fait, enfin, pour aller dans le passé, Oui. dans ici, hein, Oui, oui. on parle de l'actualité Voilà. vers, On remonte vers le je passé. remonte. Voilà. ok, mais le terme kweke, kekwe, c'est pour dire quoi exactement? C'est sur lequel là tout à l'heure ou c'est Oui, alors, ça c'est des est-ce que c'est termes le que kekwe j'ai qui a inventés. donné Hein, est-ce que c'est le kekwe qui a donné le beret, qui a donné je sais Hein, pas, comment? quoi. Oui, c'est ça. Alors, le kweke, c'est justement parce que la plupart des racines qui sont ici sont composées d'une syllabe à base de labiovélaire comme première syllabe Mhm. et comme deuxième syllabe un mot, enfin une consonne qui n'est pas labiovélaire Ok. et qui est plutôt palatale ou prépalatale, c'est-à-dire de la région du palais ou de la région des dents. Ok. Donc on a des mots par exemple justement comme béret. Ok. Mhm. Donc béret, vous avez vu, c'est ce K, ça correspond à ça. Ok. Et ce W là, ce ouais, hein, c'est un son ouais il correspond au B qui est ici. Ok. Sauf que ça donne une seule consonne maintenant, hein, koué. Ok. Et la plupart des mots sont comme ça. Donc ce koué, résultat de la fusion de ça et de ça. Hein, vous avez vu, hein, on a un mot qui s'appelle, qui se prononce kou, un autre qui se prononce wa, hein, et donc ça fait koué. Et puis un troisième qui est comme ça. C'est vraiment par convention pour décrire ce phénomène phonétique. D'accord. Qui fait que on a B ici. Ce regroupement-là, ça a donné B. Mais on a vu que en Pula et en Bangala, c'est B. Ok. Donc c'est plus complexe justement pour traduire le phénomène qui avait eu lieu ici. Et le R, qui est en fait un D à l'origine, ben, c'est le reste. Tu vois. Et il est en position faible à l'arrière. Quand il est à l'arrière, il est en position faible dans cette branche-là. C'est pour ça que on a un R ici après le D. Hein. Bon, d'abord un D, alors qu'on aurait pu avoir un T. Ok. On a un D qui est plus faible, moins fort que un T. Ok, parce que c'est voisé. Bon, c'est le terme de linguistique. Hein. Vous avez une différence entre T, c'est plus fort que D. Fort en quoi? Hein? En prononciation. Quand on prononce. prononce, hein, Ok. Les sons c'est une sont, consonne il faut les sourde. dire plus fortes pour Voilà. qu'on les entende C'est une mieux. consonne Comment sourde. elle prononce? Quand on prononce une consonne sourde, on tient solidement les cordes vocales. C'est On ça. ne les laisse pas comme ça. Ok. Alors qu'un D, on fait vibrer les cordes vocales. Et c'est ça qui donne le son D. Mhm. Ok. Refais-nous les cordes vocales. donc voilà, hein. Ça traduit la notion de force et de faiblesse. Hein. Voilà. Et c'est la même façon pour le B et le P. Hein. Le P, hein, c'est fort. Hein. Tout On à fait. tient bien solidement les cordes vocales quand l'air sort, alors que le B, eh bien, on laisse comme ça et puis ça vibre. Ok. Donc voilà, mais ça c'est parce qu'ils sont en cette position-là. Ok. Et on voit même que ça peut aller même très loin jusqu'à la disparition, hein, en sango. Et ne laisser plus que le ton, comme le ton bas comme étant seule trace de ce qui a été un K à l'origine.
Vous avez vu le cheminement? Ouais, c'est ça. Du cas B, là, vraiment, j'ai. Ouf. Oui. Donc, bon. Même les Chinois, ils fossiles à côté. Donc c'est un peu ça. Mais, ce que ça montre, c'est quoi? C'est que, normalement, on peut même établir une loi ici pour dire un mot qui a une forme kweke doit avoir quelque part une forme kekwe inversée à chaque fois. Ok? Et d'ailleurs, la forme correspondante pour ça, en égyptien ancien, on pourrait parler du mot ib, qui veut dire cœur. Ok? Hein? Donc le B se trouve derrière, parce que c'est un kekwe. Hein? Il est fort, hein? Il est bien maintenu là, mais la syllabe d'avant est relâchée. C'est pour ça que c'est d'abord un D ou un R à un moment donné, ou un T, et puis ensuite après, c'est devenu voyelle, quoi. Donc, IB. Ok? Et c'est la même chose pour théma, dans les langues bantou. Mot théma, pour dire le cœur. Donc, c'est vraiment le truc inverse, quoi. Mot théma. Hein? La racine est théma. Hein? Donc, ce T, eh ben, c'est ça. Ok? Hein? Et puis le M, il vient enfin du B, quoi. Hein, en fait, tout simplement. Donc, vous pouvez ranger, et c'est d'ailleurs même ça qui m'a donné l'idée de l'existence des deux branches. Parce que j'ai vu que chaque mot égyptien, de l'égyptien ancien, qui était écrit d'une façon, avait son correspondant, avec à peu près le même sens, mais avec la syllabe inversée. Et il a des correspondants en sango, en zandé et dans les autres langues. Donc l'interprétation la plus simple, c'est qu'il y avait deux branches. Je comprends bien. À l'intérieur de l'égyptien ancien, il y a toujours les deux formes. Oui, pour beaucoup de mots. À la on même peut époque trouver, voilà, on peut trouver dans le vocabulaire égyptien. Ah, ok. J'ai donné la liste hein, quelque part dans le livre. Hein, et ça a mené justement à ce tableau-là. Quand tu vois le cheminement du raisonnement, c'est ça. Et ils correspondent à chaque fois à des mots aussi en sango, en zandé, en haoussa, etc. Donc ils ont cette... c'est la preuve, ok, de l'existence de ces deux branches-là à un moment donné. C'est parce qu'il y avait deux branches que c'est comme ça. S'il n'y avait pas deux branches, on n'aurait pas ce phénomène-là. Ok? C'est-à-dire deux formes inversées, l'une par rapport à l'autre, pour désigner une même réalité. Oui? Ça ne peut s'expliquer que s'il y avait deux branches à l'origine. Ok? Et qui ont fusionné dans une nouvelle branche. Donc c'est comme ça, c'est par ce raisonnement que je remonte au fur et à mesure, de poche en poche, pour arriver à cet état-là. Oui. Et donc, le Kekweke, c'est sur la base de cette branche cassée que tu as pu développer cette idée-là? L'appellation, oui. L'appellation de... Ouais. Oui, parce que le quai, oui, voilà. Hein, il y avait 10, j'ai isolé 10 onomatopées. Ok? De la langue d'origine. Ok? 10 onomatopées. Et parmi ces 10 onomatopées, la première, la plus utilisée, c'est ce quai là, hein, le bruit de branche qu'on coupe. Vous voyez que, hein, vous imaginez les gens à l'époque, hein, c'était un outil passe-partout, quoi. Hein, avec ça, on faisait tout. Et donc voilà. Mais il y avait aussi la nasale, hein, qui devrait désigner, en fait, la personne, quoi, la personne. Ok? Et c'est le son que fait un bébé, hein, comme ça, et c'est interprété comme étant l'appel aux adultes, un parent pour venir, au père ou à la mère pour venir à quand il va lui. Donc, et c'est ce N-là, ce N, qui a aussi joué un très grand rôle, parce que tous les mots, sans exception, où il y a un N, où il y a une nasale, ça vient de là. Ok? Donc, y compris même mon nom là, où il y a M dedans, hein, Boli, eh ben, ce M là, quand on fait son histoire, on remonte, on va trouver ce M.
qui désigne, en fait, un être humain, quoi, enfin, quelqu'un. Et aujourd'hui, Mboli, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu, en zandé. D'accord. Bon, pour ceux qui s'intéressent à la linguistique, moi je pense que c'est le lieu de souligner un apport important de ce que Jean-Claude fait à ce niveau, parce qu'il bat en brèche une hypothèse centrale en linguistique qui est due à un des pères, Ferdinand de Saussure, hein. qui dit qu'il n'y a pas de lien entre le signifiant et le signifié. L'arbitrarité du signe linguistique. L'arbitrarité. Et lui, il démontre le contraire, que ce n'est pas arbitraire. Ça, c'est Ouais, extrêmement tout à fait. puissant. Est-ce que tu peux développer ça? Ouais, parce que C'est une de mes conclusions. C'est-à-dire que Saussure constate ce qu'il constate, hein, dans les langues, toutes les langues du monde, hein, à savoir qu'il n'y a pas de lien entre arbre, le son arbre et la réalité arbre. Hein. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre ciel et la réalité ciel. Ok? Le son, il est comme ça, et ce qu'il désigne, comme ça aussi. Hein, l'association est complètement... On ne sait pas. Hein, c'est arbitraire. Ok? C'est la raison pour laquelle on dit que le signe linguistique est arbitraire. Le signe linguistique étant l'association entre le signifié, c'est-à-dire l'objet que ça dépique, désigne, et le signifiant. Le signifiant, c'est la forme. Hein, ce qui permet de, voilà, la forme sonore qui permet de désigner cette réalité à laquelle se signifie. Mais d'une manière générale, signifiant, c'est la forme, sonore ou pas, hein, parce que ça peut être graphique aussi, hein, si on va vraiment très loin, quoi. Hein, ça peut être graphique aussi. Mais dans le cas de la linguistique, il parlait vraiment du son. Hein. Donc il n'y a aucun lien entre le son et l'objet que ça désigne. Ça, c'est dans toutes les autres langues. Hein. On n'a pas Non, dans toutes les langues du monde, c'est ce qu'il a posé comme hypothèse de travail. Parce que c'est ce qu'il constate, a priori, dans toutes les langues. Par exemple, Okay. quel est le lien entre cheval, pferd, faux, voilà. Par exemple, Table, chaise. Oui, chaise, de voilà. toute façon, Hein, tu désignes quand un tu dis objet chaise, dans diverses langues du monde. voilà. Par exemple, le rapport entre arbre et tri. Pour désigner le même objet, tu prends entre le français et l'anglais. Arbre et tri, entre foie et liver, entre corps et body. Tu vois? Voilà. On les désigne différemment dans différentes langues. Parce que s'il y avait dans un la lien... tradition européenne, ça fait dire, mais Voilà. comment ça se fait, même à l'intérieur de l'indo-européen qui est pourtant la même famille, on désigne par des formes sonores très différentes les mêmes réalités. C'est ça qui a fait dire à Saussure que... Voilà, c'est ça qui veut dire quoi? Comme Saussure était suisse, comme Saussure, comme tous les Suisses, il est polyglotte parce qu'il parle couramment le français, l'italien et l'allemand, en tout cas les variantes dialectales de son pays, plus les langues nationales correspondantes. Il avait déjà, comme tous les Suisses de l'époque, la matière pour analyser les langues, l'objet langue, indépendamment du fait qu'on parle sa propre langue. Il avait accès à plusieurs langues. Et le fait qu'on désigne que la même réalité soit nommée par des termes très différents pour des langues apparentées, c'est ça, c'est parce qu'il faut savoir que la linguistique synchronique, donc étudier la langue pour elle-même, elle est dérivée de la linguistique diachronique. La linguistique diachronique précède la linguistique générale. Et c'est sur la base des travaux des prédécesseurs allemands en linguistique diachronique, on pensait trouver que des correspondances. Sauf lorsqu'on tombe sur des mots qui n'ont pas de correspondance à l'intérieur de l'européen, les gens ont bloqué. C'est là que Saussure est arrivé avec cette idée géniale, de ce concept de non-arbitrarité pour résoudre, pour solutionner le cas des mots de langue apparentée qui n'ont pas de correspondance phonétique qu'on puisse dégager. Exactement. Alors, deux remarques. Cependant, première chose, Saussure va au-delà des langues indo-européennes, puisqu'il constate déjà a priori, parce que la réalité arbre, ça existe dans toutes les langues du monde. Okay? Donc, il sait que dans différentes langues du monde, ce n'est pas désigné de la même façon. Okay? En arabe, en iranien, dans les langues africaines, etc. C'est complètement différent, donc on ne peut pas trouver un lien, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle il a posé en principe l'arbitrarité, hein, que ce lien est arbitraire. Donc, c'est ça que je bats
en bref par des exemples concrets en remontant dans le passé. Une deuxième remarque, c'est à propos de la linguistique synchronique qui succédera à la linguistique diachronique. Ça, c'est ce qui s'est passé justement jusqu'à Saussure. Okay? Parce que on a commencé la linguistique par l'étude des langues indo-européennes. Hein, c'est comme ça que c'est né. Okay? Et à partir de Saussure qui a posé les bases de la linguistique générale, hein, il a reconnu que pour une bonne étude, une bonne compréhension des phénomènes linguistiques, il faut partir d'abord de la linguistique synchronique, c'est-à-dire bien décrire une langue dans son état donné, et ensuite, après, procéder à son évolution dans le temps, à l'étude de son évolution dans le temps. Sinon, tu arrives à des incongruités, à des difficultés. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait, puisque les gens qui ont étudié, qui ont fait la linguistique diachronique des langues indo-européennes, ils ont bénéficié des grammairiens qui ont décrit ces langues anciennes. Hein, très précisément, ils ont fait déjà un travail de linguistique synchronique. Hein, le sanskrit était très bien décrit, le latin était très bien décrit, évidemment l'allemand, le français, etc. Et donc c'est sur cette base que... Alors, imagine-toi des rigolos comme les africanistes qui vont en Afrique, hein, étudier à peine une langue, et veulent la comparer à des espions, se dire, ah oui, voilà, c'est ça. Hein, ils prennent le linguisme, ils connaissent à peine 2-3 mots de linguisme. Ah oui, on est capable de prouver sa parenté avec le Haoussa. C'est n'importe quoi. Il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit. Hein, donc il faut bien décrire l'objet avant de le rapprocher à d'autres objets qui sont aussi également bien délimités. Ok? Donc voilà ce tableau qui est très important. Hein, je vais revenir souvent dessus dans le cours de la présentation. Retenez bien ça. Hein. Il y a deux branches là. Hein. Vous avez vu, hein, deux grandes branches, hein, avec une branche centrale, avec deux sous-branches à l'intérieur, hein, des frères, hein, qui sont très proches, hein, qui associent, qui échangent des choses, et puis un cousin qui est parti quelque part, hein, et qui échange à peine, quoi. Très important. D'accord. Ok. Donc je continue rapidement. Parce qu'il faut qu'on avance. Oui. L'européen se situe où là en fait, la langue Ouais, européenne? Ah, j'ai pas mis là-dedans. Parce que bon. Alors, l'indo-européen, tu veux dire quoi? Oui, oui. Alors, pour parler de l'indo-européen, regardez comment le sémitique se forme. Parce que là-dedans, c'est pas encore le sémitique. Hein. C'est pas encore le sémitique. Pour qu'on arrive au sémitique, donc ici au proto-sémitique, il a fallu qu'à partir de cette branche, des envahisseurs, qui étaient déjà des envahisseurs cousins, hein, qui sont partis il y a très longtemps, okay, qui sont arrivés dans la région d'Asie occidentale, hein, qui ont fait des tapages là-bas, hein, bon, je ne sais pas comment ils ont fait, hein, est-ce qu'ils ont tué, bon. Mais en tout cas, voilà, ils sont arrivés là-bas, ils ont imposé leur langue une première fois, hein, parce qu'il n'y a pas photo, quoi, ils étaient tellement en avance sur les autres, bon, voilà. Mais ensuite, des milliers d'années plus tard, eh ben, il y a cette branche BR là, tu vois, cette branche BR, qui a aussi fait le chemin, qui est allé à la rencontre du résultat de la conquête, hein, et qui a imposé aussi de nouveaux trucs, de nouveaux vocabulaires, de nouvelles façons de faire, mais de façon intense. Ça se voit dans le vocabulaire du proto-sémitique, hein, arabe, acadien, on voit l'arrivée de ces gens-là, ok, avec plein de mots, plein de caractéristiques. C'est des emprunts? Oui, c'est des emprunts par la force des choses, oui, okay, effectivement. Hein, ils arrivent, parce que le cœur du truc, c'est le triconsonantisme imposé par ça. Mais ensuite, après, ben, on pourrait dire que c'est des emprunts, effectivement, puisque le substrat a déjà été fait ici. Okay? Donc, eux, ils arrivent en conquérant avec de nouvelles réalités, hein, de nouveaux mots, mais des mots de civilisation, hein, des trucs voilà, que les autres ne connaissaient pas. Donc, ils arrivaient pour former le tout. Hein. Et encore plus tard, vous avez vu des Bantous, c'est des grands conquérants les Bantous. Hein. C'est vraiment des derniers quoi. Hein. Ils arrivent et on les voit pour couronner le tout. Hein. Et on voit dans l'analyse du vocabulaire proto-sémitique, on voit des traces qu'ils ont laissées et des positions éminentes
domination qu'ils avaient sur le reste, quoi. D'accord. Hein? Avec Dans des domaines précis du vocabulaire ou... Ah oui, dans le domaine précis, mais des domaines de commandement. Ah, ok. C'est surtout le domaine de commandement et de ce qui est important, quoi, toi, l'eau, les femmes, hein? Parce que c'est ça, quand ils vont dans... quand ils font des conquêtes, ils vont surtout aussi capturer des femmes, pour avoir des femmes. Tu vois? C'est aussi comment les choses se passaient à l'époque. Hein? 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 Je vois que ça refroidit, il n'y a plus d'air. Mais... Non, c'est pas ça, c'est que... Parce que les Andais, je sais que les Andais faisaient ça encore. Hein? D'aller chercher les femmes en Arabie. Non, pas en Arabie, hein, mais dans les alentours, là, quand ils allaient faire la guerre dans les populations, sur les populations environnantes, oui, c'est ce que les chefs militaires promettaient. Femmes que vous prenez, c'est à vous. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a fait penser à ça. Et quand j'ai vu donc, les mots du vocabulaire de base qui ont cette prédominance des mots du genre, et ces mots, j'ai montré, bon, ça c'est le travail que je suis en train de faire, hein, ces mots très typés bantou, hein, très typés bantou, et qui contiennent toujours ce vocabulaire-là, tu vois, de trucs de violence et de commandement. On les retrouve en égyptien ancien, on les retrouve dans les couches du Haoussa, dans les couches du Zandé, quasiment dans toutes les couches des langues indo-européennes. Juste une attention, le proto-bantou là, il ne faut pas croire que c'est... En fait, la séquence là est chronologique, il est au-dessus. Hein. C'est vrai que des Haoussa actuels. Ah oui, tout à fait, Voilà, il est au-dessus. Exact. Il ne faut pas que les gens se trompent. Oui, tout à fait. Là, voilà. De là, il est inchangé, hein, voilà, quasiment, hein, là, par rapport à lui, même par rapport à lui. Oui, même par rapport à lui. Voilà, parce que ce que je suis en train de découvrir, c'est que le proto-bantou, tel qu'il est reconstruit et tel qu'on peut le voir à travers les langues bantou actuelles, c'est là, ok? Parce qu'il avait déjà en germe des tendances béères qu'on peut décider. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous voyez en Kikongo, il y a des voyelles longues ou diphthongées en position médiane, ok? Pour dire Congo, on dit Congo. Oui, tout à fait. Oui, hein? Et ils avaient déjà cette tendance-là. Donc, il y a une instabilité qui fait que soit on penche là, soit on penche là. Mais eux, ils avaient encore... Alors, c'est un objet de controverse qui revient régulièrement, à savoir qui est le plus ancien, du proto-bantou ou du proto-égyptien. Oui, mais moi je démontre que c'est le proto-bantou. D'ailleurs, dans les slides, après, je vais le montrer là. D'accord. Hein, Je sais pas, je vois pas encore où est l'indo-européen. Ah oui, en fait, il y avait une t'as question pas qui était répondu. posée. L'indo-européen, il arrive quand? Mais ce que je voulais dire, c'est que tu par as vu extension. que en fait, ça s'est fait, le proto-sémitique s'est fait en plusieurs couches. Comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc le proto-sémitique n'a pas été formé une seule fois. C'est trois couches d'envahisseurs qui l'ont fait. Et bien pour l'indo-européen, c'est pareil. Il y a trois couches d'invasion que j'ai isolées. Il y avait une première couche que j'ai appelée le dialecte S, une deuxième couche que j'ai appelée le dialecte O, hein, parce que c'est ça qu'on voit dans le truc, qui est quasi simultané, et puis une troisième couche que j'appelle le dialecte M, bonsoir, le dialecte M qui est en fait proto-bantou, quoi, hein, qui est arrivé en tout dernier, qui a laissé des traces très nettes dans le vocabulaire. La première couche, elle a fondu du substrat à l'indo-européen ou c'est juste à chaque fois des astrats qui se sont ajoutés sur un substrat qui était déjà présent? Alors, non, c'est la première couche est une couche qui est venue s'ajouter sur un vocabulaire qui était déjà d'origine négro-égyptienne. Parce que les racines sont déjà des racines négro-égyptiennes. Dans les premières formes d'indo-européens. L'indo-européen, voilà, tout à fait. Ok. Et donc, il y a une première. Donc, il y avait déjà une invasion il y a très longtemps, quoi. Ok? Et une première couche d'invasion qui vient se greffer à ça, que j'appelle de type S, dialecte S, et puis deuxième de type O, hein, que j'isole en fait en étudiant le système de déclinaison.
du proto-indo-européen. D'accord. Vous avez vu, hein, tous les trucs que vous avez en os, en S, hein, C'est quoi, vous c'est voyez, le- primus, Ah, les désignances, voilà, ce qu'on appelle voilà. les désignances casuelles. oui, des désignances casuelles, D'accord. effectivement. Donc j'ai fait une Ok. analyse de ces désignances casuelles et ça me permet donc d'isoler déjà. Elle donc, remonte cette au fois- négro-égyptien. Ah oui, oui, bien sûr. C'est le négro égyptien qui permet de les expliquer. Ok. Une analyse de ça très détaillée dans le D'accord. dans le livre. Donc, 3 couches. Ok. Dans la dernière, c'est toujours les fameux proto-bantous. Hein. Toujours en position de force, toujours en position éminente, de conquérants qui ont mis la dernière couche. On placerait aussi là chinois, japonais. Non, parce que je n'ai pas étudié D'accord. ces langues-là pour savoir. Quoi. Ok. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est indo-européen et sémitique. D'accord. Et j'ai essayé aussi le sumérien. Hein, et j'ai vu qu'effectivement, eux aussi, ils voient l'essentiel de leur vocabulaire par des envahisseurs négro-égyptiens. Ok, par des mots de civilisation qui sont venus de la langue. Soit. Alors, Assar Imhotep, qui est un chercheur kamite américain, a fait des recherches encore plus poussées dessus et a dit qu'en fait, le sumérien est d'origine négro-égyptienne, mais carrément c'est des négro-égyptiens quoi, en tant que tel. Ce pas des gens qui ont subi une influence comme les sémitiques ou les indo-européens. Ok. Bon, ils m'ont montré quelques éléments et donc voilà. Bon, je continue.